Egunon, bienvenue sur Média Basque. 76% de la population réside sur le littoral qui concentre 58% des espaces urbains alors qu'il correspond à seulement 18% de la surface du Pays Basque Nord. L'intérieur, qui pour sa part représente 61% de la surface du territoire, accueille 11% de la population. À l'approche des élections municipales et communautaires qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, Média Basque donne la parole à des membres de la société civile afin de décrypter les enjeux d'une dizaine de grands thèmes d'actualité. Parmi eux, celui de l'aménagement du territoire, qui est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Au-delà de l'inégale répartition des dynamiques avec une cote dopée par l'activité économique, le tourisme, l'accessibilité aux transports et aux services, le Pays Basque Nord fait face à plusieurs défis en termes d'aménagement du territoire. Parmi eux, l'étalement urbain, l'explosion des prix du foncier et de l'immobilier, ou encore la perte de zones naturelles et agricoles. Depuis une trentaine d'années, le Conseil de développement du Pays Basque contribue aux réflexions collectives du territoire et aux politiques publiques à travers la mobilisation et la participation civile en s'intéressant aux thématiques et aux enjeux en lien avec l'avenir du territoire. Après les travaux de prospective Pays Basque 2010 et Pays Basque 2020, les 400 membres de l'association se sont penchés sur le devenir du territoire à l'horizon 2040. Alors, à l'orée de ce scrutin, quelle est l'importance de ce rendez-vous politique vis-à-vis de l'avenir du territoire? Quels leviers existe-t-il à l'échelle locale pour penser et construire le Pays Basque de demain? Co-directrice du Conseil de développement depuis 2024, Justine Girodel est avec nous pour y répondre. Egunon, Justine Girodel. Egunon, Flora. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'aménagement du territoire? Alors oui, c'est vrai que la question de l'aménagement du territoire en tant que tel, je l'ai surtout rencontrée dans le cadre des travaux que j'ai menés avec le Conseil de développement, notamment des travaux qui avaient trait à spécifiquement la question de l'aménagement. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'aménagement, en fait, j'avais surtout travaillé sur les enjeux qui étaient liés à ce sujet-là. Dans la définition un peu classique, on va dire que c'est la façon dont on va venir organiser et répartir dans l'espace les populations, les activités et les services. Là, on est vraiment sur une approche technique en vue d'avoir un territoire plus équilibré. Et en fait, au fur et à mesure des travaux et des réflexions, je dirais que l'aménagement du territoire, pour moi, ça relève du choix de société. Ça vient interroger quelle société est-ce qu'on veut. Et du coup, l'aménagement, c'est la définition que je donnerai, c'est justement un projet collectif qui porte les choix de société qu'on souhaite développer. Si nous avons aujourd'hui choisi de tourner cette émission à Barcoché-Bichy à Barcus, c'est parce que ce tiers-lieu a été construit avec l'objectif de maintenir des jeunes actifs dans le village, mais également d'attirer de nouveaux habitants dans un village en zone rurale qui connaît une baisse démographique. À quelle problématique en matière d'aménagement du territoire ce lieu répond-il? C'est vrai que le projet de Barcoché-Bichy, c'est un exemple de projet qui est co-construit à la fois par les habitants, les élus, avec le soutien des institutions, et le projet est vraiment à la croisée des différents enjeux, comme vous avez dit. Au niveau de l'histoire, le début du projet s'ancre dans un travail de diagnostic qui a été mené, notamment avec le centre d'appui aux entreprises sous le teint, l'Audace, pour essayer de voir un petit peu quels étaient les besoins propres à la commune de Barcus. Et de ces besoins ont émergé à la fois des questions en lien avec l'agriculture, mais aussi des questions en lien avec le lien social, la façon dont on pouvait le dynamiser au niveau de la commune, et aussi les besoins d'un lieu culturel où on puisse déployer des animations. Donc, par rapport à ces besoins-là, l'idée des habitants a été de pouvoir monter une association qui puisse venir un petit peu coordonner, animer, réfléchir, mutualiser autour de ces enjeux-là. Et en parallèle, il y avait la mairie qui se posait la question de quoi faire avec le presbytère dans lequel nous sommes, et justement quel projet pouvoir construire. Donc c'est comme ça que ça a commencé, qu'en 2022, ce tiers-lieu est né avec à la fois un espace de coworking, donc un espace de coworking qui permet à des personnes qui sont en télétravail de pouvoir accéder à une bonne connexion
Donc c'est la connexion numérique, mais aussi c'est la connexion avec les personnes qui se trouvent déjà dans ce tiers-lieu. Et c'est vrai que c'est un des enjeux qu'on va retrouver notamment dans les communes rurales, où on dit s'il y a un éloignement entre le lieu de vie et le lieu de travail. On a aussi des bureaux à destination des associations, donc Barco chez Bici est aussi mis à dispo, si besoin, de salles, avec l'importance du tissu associatif à l'intérieur de ces communes, en fait. C'est-à-dire que souvent, les associations vont porter aussi des missions de service public, et il leur faut des lieux, des endroits où elles puissent aussi accueillir le public. Et on se trouve ici dans l'espace d'Ansan, donc qui est un espace de médiation culturelle, qui est aussi un outil qui est vraiment propre à la commune, qui a été pensé avec Etchaun, donc autour de la danse, et qui permet de pouvoir activer comme ça des animations. En complément de ça, il y a aussi des logements qui se situent juste derrière. Donc c'est des logements qui sont neufs, qui sont adaptés aux besoins notamment des jeunes, parce qu'ici on a une problématique qu'on peut retrouver dans d'autres endroits, c'est qu'il y a pas ou peu en tout cas de logements qui soient adaptés à la fois qui ne soient pas énergivores et qui puissent avoir une taille correcte pour notamment pour, on va dire, des foyers plus jeunes. Et c'était un réel besoin, une réelle demande. Les réflexions sont encore en cours, notamment sur cette thématique qui est en lien avec la notion des maisons vides. Il peut y avoir comme ça des grandes maisons dans lesquelles personne n'est potentiellement installé. Et ça montre que les problématiques de logement, on les retrouve en effet sur la côte, mais on les retrouve aussi à l'intérieur. Et dernier élément, et je crois que c'est une des missions des tiers-lieux et une mission de ces espaces comme ça très partagés, c'est que c'est aussi la possibilité de pouvoir continuer à alimenter cette dynamique de réflexion et de réflexion sur les enjeux collectifs de demain. Donc il y a le lien social, l'espace de rencontre, etc., mais aussi l'espace de projection. Vous avez notamment travaillé avec le SCOT pour réfléchir à des aménagements qui permettraient au Pays basque intérieur de continuer de se développer face au risque de décrochage de certains territoires ruraux ou de l'intérieur du Pays basque, comme le mentionne le projet de territoire de la communauté d'agglomération. Que peuvent faire les élus ? La question sur le terrain, donc là, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on est sur le terrain de manière très très forte, et on a aussi en effet mené des travaux il y a quelques années autour de l'aménagement du territoire avec le SCOT et les PLUI, et on revient cette notion d'équilibre du territoire, et notamment la sensation que les réalités différentes ne sont pas forcément connues. On a des membres qui nous disent, ou des personnes qu'on croise sur le terrain, qui nous disent, mais voilà, nos réalités en Pays basque intérieur, ce sont celles-ci. Et on souhaiterait qu'elles puissent être reconnues et qu'elles puissent peser. Aujourd'hui, depuis 2017 plutôt, avec la communauté d'agglo, c'est vrai que du coup, ça fait un espace où ce type de réalité-là peut être partagé et qu'elle puisse être mise en commun. Les dynamiques vont être différentes, mais les dynamiques en plus vont être différentes entre la côte et l'intérieur, mais elles vont être aussi différentes entre la Soule et la Basse-Navarre, par exemple. Donc il y a vraiment cet enjeu de pouvoir bien comprendre, spécifier ce qui fait la diversité des territoires. On a quand même des enjeux qui sont très partagés, vous les avez évoqués, donc en effet le logement, le lien à la biodiversité, etc. Mais c'est vrai que parfois, suivant les lieux, on ne va pas forcément y répondre de la même façon. Il y a un autre point, je crois, qui pour moi me semble important, c'est que le projet de contour institutionnel qui a amené à la création de l'agglo, je ne pense pas qu'il se soit construit parce qu'il y avait juste un pôle urbain qui était développé et que ça a fait tache d'huile. Pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'on soit dans une configuration avec un littoral à 1000 à l'heure et un Pays basque intérieur qui serait à la traîne. On est sur quelque chose de... Il y a des choses beaucoup plus communes. On est sur une culture commune, on est sur une langue commune, on est sur un projet commun et qui avait conscience aussi
de cette diversité-là et du fait que malgré cette diversité, on pouvait avancer ensemble. Et sur le terrain, quand les personnes, on les a beaucoup interrogées dans le cadre d'Hyper-AD 2040 sur les leviers et les ressources du territoire, on n'a pas de levier ou de ressources qui soient spécifiquement urbaines ou spécifiquement rurales. Ce qui ressort, c'est vraiment quelque chose, je le répète, de beaucoup plus commun et un attachement qui est très fort au territoire. Et c'est vrai que l'enjeu, ce serait dans cette diversité-là de pouvoir continuer en tout cas de pouvoir avancer ensemble. La naissance de l'agglomération en 2017 avait notamment pour but de réfléchir à l'aménagement du Pays basque en le regardant dans sa globalité. Qu'est-ce que cette nouvelle institution a changé dans la façon de concevoir l'aménagement du territoire ? Alors je dirais dans tout ce qu'on a pu observer ces dernières années, déjà on a eu une structure institutionnelle qui s'est dotée de 21 compétences. 21 compétences qui balaient un large spectre, c'est des choix volontaires, nous d'avoir choisi ces 21 et ces 21-là. Et du coup qui réfléchit à 21 politiques publiques qui vont dans le sens d'un projet territoire, d'un projet commun. En parallèle de ça, on a les travaux qui sont en lien avec le schéma de cohérence territoriale. Donc ça, ce sont les travaux du SCOT. Pour la première fois, va être prochainement mis au vote ce SCOT. Donc il y a un document qui va, on va dire, traduire des grandes orientations en matière justement d'aménagement et qui va être fait à l'échelle des 158 communes du Pays basque, plus le CEIANS. Donc on est avec 166 communes qui sont à cette échelle-là. Et les autres travaux qui sont en cours, parce que je le répète, depuis 2017, il y a beaucoup de politiques publiques et de réflexions qui sont en cours, mais en fait, ces autres politiques publiques vont pouvoir ou devoir être conformes, compatibles plutôt, pardon, avec ce projet-là. Et c'est vrai que il y a des travaux qui ont été faits, puis d'inspiration. Le plan paysage est venu aussi inspirer les travaux du SCOT, il y a eu le diagnostic sur le PNR, etc. Donc il y a un tas de réflexions en cours qui sont arrivées. Peut-être pour préciser, l'idée du SCOT, en gros, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut continuer à accueillir de la population, des activités, etc. Et dans un moment où on a cet enjeu très fort de résilience du territoire, où justement on est dans un territoire qui est attractif, mais on a aussi un réel besoin de pouvoir prendre soin de la terre. Donc avec des entrées comme ça, de réflexion qui vont être le fait de réfléchir à redensifier la ville, le fait et les centres-bourgs, ça fonctionne aussi, le fait de réfléchir où est-ce qu'on peut installer du logement à proximité des transports, etc. Et tous ces éléments-là, donc comme je disais, vont être aussi en lien ou en tout cas en réflexion avec les PLUI. Vous avez commencé à l'évoquer, mais pour vous, quelles sont les principales préoccupations en matière d'aménagement du territoire aujourd'hui et dans les années à venir ? Les principales préoccupations, je dirais qu'après 2 ans une très grosse année, 2 ans sur le terrain à tester une année à tester cette démarche par les 2040 et une année à la déployer. Aujourd'hui, les questions qu'on a pu amener sont des questions qui sont très ouvertes. C'est-à-dire que naturellement, les participantes ou les habitants ne vont pas forcément parler directement de la notion d'aménagement. Par contre, en effet, tous les enjeux de la façon dont ils vivent au quotidien sont des enjeux qui peuvent nourrir les réflexions sur l'aménagement et vice-versa. L'aménagement a aussi un impact sur les réalités quotidiennes des personnes. En
premier point, je dirais que c'est une notion qui apparaît peut-être pas forcément évidente, c'est la notion de bien vivre dans son territoire. Le fait de vouloir bien vivre dans son territoire, l'attention vraiment forte à la question de la vitalité, de la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs, des quartiers. C'est un point qui revient de façon récurrente. Avec ça, donc évidemment, le lien avec les services, l'accès aux services à l'intérieur de ces centres-bourgs, la question du lien social. Alors pareil, la question de l'animation et du tissu associatif qui peut être là pour justement amener ça. La question de la culture aussi, la place de la culture à l'intérieur de ces bourgs-centres et la culture comme aussi moyen et outil de rassemblement. En plus, une culture qui, on sait, en Iparaldé peut vraiment se développer aussi enfin, hors les murs, on va dire, en plein air. Et une réflexion aussi autour de la façon dont ces bourgs-centres, ces endroits, cet espace public peut accueillir la fête, des moments de rencontre et de célébration, on va dire. Après, il y a bien entendu des enjeux dont les diagnostics sont largement partagés. La question du logement, comme je le disais, avec des problématiques qui sont vraiment... alors, un enjeu qui est partagé, mais des problématiques qui sont différentes, suivant où on se situe au niveau du territoire. On a la question de la mobilité. La mobilité qui est également un enjeu avec le comment est-ce qu'on peut réussir à sortir du tout voiture, mais ce qui est une question qui ne se pose pas du tout de la même façon, suivant si on est en centre-ville, si on vit à 500 mètres de son lieu de travail et si on a accès à tous les services, ou voilà, si on vit dans un endroit où on doit faire plusieurs kilomètres pour pouvoir aller au travail et plusieurs kilomètres pour déposer les enfants à l'école, etc. On est quand même sur des sujets qui sont partagés, des réflexions qui sont partagées, mais avec des réalités qui peuvent être différentes. La question aussi qui revient extrêmement sur les préoccupations d'ordre écologique. Donc, comment est-ce que le territoire s'outille face au dérèglement climatique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut penser les fondements de la biodiversité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? En effet, vous avez parlé de la préservation, notamment des espaces naturels, des terres. La question des terres agricoles aussi, c'est une question qui revient régulièrement. Comment est-ce qu'on préserve ces terres agricoles? Et notamment, du point de vue habitant, avec cette question ou ce souhait de pouvoir augmenter sa capacité de consommation locale. On a notamment fait des travaux sur le sujet et voilà, et c'est une demande qui est sous-tendue, enfin en tout cas qu'on entend plutôt. Mais cette problématique pour consommer local, il faut aussi qu'on puisse produire local, etc. Et peut-être d'autres, si ce n'est priorité, mais d'autres enjeux les plus croisés que j'ai trouvé assez intéressants. Notamment autour de la question de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des genres. Quelques années de ça, on avait fait venir un sociologue donc c'est avec le planning familial et la coordination EVA, qui sont également membres. On avait fait venir Yves Rebaud, donc qui est sociologue et qui lui réfléchit et invite les communes à penser l'égalité de genre. Donc comment est-ce qu'on pense une ville qui soit équitable pour les femmes? Donc ça passe par un ensemble de réflexions sur plein, que ce soit la lumière, les femmes à l'intérieur de la ville et bien d'autres éléments. Et c'est vrai que, en fait, d'imaginer un aménagement qui puisse renforcer ce pouvoir de l'inclusion, voilà, je pense que c'est un enjeu qui ressort assez fortement. La question de partage, notamment des villes ou des bourgs-centres, on en parlait, mais voilà, des trottoirs qui puissent accueillir à la fois des poussettes, qui puissent aussi accueillir des mobilités lentes. Le fait que la ville puisse être accessible par tout le monde. Je pense voilà, aux personnes âgées avec les bancs pour pouvoir s'arrêter, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses on va dire, dans ce sens-là. Et pareil sur la route, la cohabitation. La route, comment est-ce qu'on pense une route on le voit, hein, mais
qui puisse accueillir à la fois un piéton, un cycliste, un bus et une voiture. Et comment est-ce que cette cohabitation-là se fait bon. Après là, cette question des cohabitations des usages, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en montagne, par exemple. Justement, avec ces interrogations de comment est-ce que peuvent cohabiter dans un même espace à la fois une activité économique avec des troupeaux, l'extraction de bois, et en même temps un randonneur, et peut-être quelqu'un qui vit là, et peut-être un trail qui est en train d'être organisé en parallèle. Tout ça, en effet, ce sont des enjeux qui sont partagés et sur lesquels, en tout cas, nous, ce sont des éléments qui ressortent. Ouais. Avec Iparalde 2040, le Conseil de développement du Pays Basque, dont je vous rappelle, vous êtes la coprésidente, Justine Girodel, construit son projet de territoire. Pour quelles raisons avoir choisi d'adopter une approche par la parole habitante ? Je suis juste co-directrice de la structure. Et alors, le choix de la parole habitante, c'est vrai que ça a été notre axe numéro 1 sur Iparalde 2040. L'idée, ça a été de se dire, on va aller vers. C'est-à-dire que on va aller vers, on va faire l'effort d'aller vers les personnes aussi qu'on n'entend pas forcément. Donc tout ça, ça a été en se déployant, en travaillant avec des partenaires, en se rendant sur des actions qui avaient déjà été mises en place, par exemple, en s'incrustant, on peut dire, dans des endroits qui étaient organisés, et en travaillant avec les partenaires sur ce qu'on pouvait proposer. Tout ça, en fait, cette parole habitante, ça a permis, comme je disais là, de faire émerger une cartographie des enjeux et des leviers qu'on pouvait venir activer alors sur la question de l'aménagement et globalement sur la question de l'avenir souhaitable et de la façon dont vous pouvez bien vivre sur le territoire. Du coup, c'est vrai que ce qui ressort et la proposition qu'on peut faire, c'est justement de faire de l'aménagement un enjeu démocratique, et un enjeu démocratique qui se soude, en tout cas qui s'appuie sur cette question de la parole habitante, et notamment dans un contexte, on va dire, qui est institutionnalisé, où, comme on l'a dit, il y a des politiques, il y a des endroits, il y a des lieux de réflexion. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir créer des espaces de dialogue, d'échange et de partage autour de ces enjeux-là, sachant que pour créer ces espaces-là, on a aussi besoin d'interfaces. Les questions d'aménagement sont des questions qui ne sont pas forcément évidentes de prime abord. Donc c'est aussi quelle pédagogie on met en place, et comment est-ce qu'on vient aborder ces questions-là, ou voilà, les réfléchir, recueillir ces envies-là. Voilà. Et globalement, quels ont été les grands axes de travail ? Alors, les axes de travail n'ont pas tant été des axes thématiques que plutôt des axes, on va dire, de dynamique. C'est vraiment ce qui a porté la façon dont s'est déroulée la démarche. On a eu la première chose, je le disais, c'est cette expression du sensible, cette dimension qui est très humaine. Comment est-ce qu'on va vers les personnes? Comment est-ce qu'on arrive à activer des endroits d'échange, de discussion? On s'est notamment rendu compte que tout le versant très technique des sujets, des problématiques qui pouvaient être rencontrées, il est déjà très installé dans le territoire. On a des agences qui réfléchissent, on a des politiques publiques qui sont en cours, des diagnostics qui se font, on a des acteurs associatifs aussi qui ont un regard qui va être précis, technique sur le sujet. Donc nous, l'idée, ça a vraiment été d'aller chercher autre chose. Et pour aller trouver cette autre chose-là, qui était vraiment cette parole habitante, de mettre aussi en place un cadre qui permette l'écoute, on va dire une écoute attentive, et aussi un cadre d'échange avec un grand respect de la parole. Après, le deuxième grand axe, je dirais, c'est le côté collectif. Donc vous l'avez dit, nous sommes avec une association de 400 membres
avec environ 230-260 représentants de structures et 130 citoyens. On s'est vraiment appuyé sur ce réseau-là. On a travaillé avec nos membres sur le diagnostic de départ. Il y a eu une commission spécifiquement dédiée à monter le projet et qui a été là, qui est là, qui est sur la façon dont on le menait en place, justement ce cadre de départ, la façon dont on allait le mener, les animations, aussi le temps de restitution, d'analyse, etc. Le jour de 13 décembre, donc le jour de la restitution finale et encore pour la suite. Et ça a été une force qui nous a permis de déployer une centaine d'actions, de toucher environ 1700 personnes et de réussir aussi à mobiliser nos partenaires. Le troisième axe, je dirais que c'est la question de la créativité. En fait, on s'est appuyé notamment sur un comité technique, donc en fait des professionnels qui pouvaient nous amener aussi des éléments de réflexion et nous aider à imaginer des formats pour rendre la plus accessible possible toute cette démarche. De l'équipe aussi, une grosse réflexion et en discutant avec les membres, en adaptant aussi les formats pour les partenaires et suivant les publics vers lesquels on se tournait. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la réussite et qui a amené du coup ce troisième axe, on va dire, la question de la liberté. C'est vrai que le fait d'avoir pu partir en s'adaptant aux différents publics, d'avoir pu poser des questions très ouvertes, de laisser la parole libre, ça nous a, en tout cas, ça a amené une forme de libération et de la parole et peut-être des schémas mentaux, etc. C'est vrai que la réflexion n'est pas restée circonscrite à un contour, un cadre institutionnel ou autre. On est vraiment allé au-delà sur le possible. On va dire le fil rouge qu'il y a eu tout le long, je pense, on va dire que c'est la joie. Moi, je l'appelle comme ça. C'est le fait de montrer qu'on peut réfléchir très sérieusement à des sujets, mais en gardant un peu des étoiles dans les yeux. Et moi, c'est une des plus belles réussites, on va dire, tout le long. C'est vraiment d'avoir senti cet engouement et cette envie de pouvoir penser à l'avenir, quoi. Et suite à ce travail, quelle est la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape de ce travail, là, nous, ce qu'on a ressorti, c'est une cartographie, comme je vous ai dit, des enjeux et des leviers. Donc, on a un travail autour d'une grille de lecture qu'on va présenter qu'on présente plus globalement au territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir inviter le territoire, que ce soit les acteurs ou les élus, à pouvoir prendre connaissance de ce travail-là. Je peux peut-être préciser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en effet, c'est suite à tout le travail qu'on a fait de recueil des aspirations, des réflexions, des peurs, des espoirs, des leviers et des ressources. Tout ça qui a été également mis en perspective avec les travaux qui étaient donc déjà existants dans le territoire. On est aussi venu croiser ça avec des recherches en sciences humaines et on a abouti à une forme de grille de lecture qui est structurée autour de 4 verbes et qui sont, ce qu'on propose, c'est 4 verbes pour pouvoir justement penser cet avenir souhaitable et proposer de venir réfléchir aux problématiques par ce prisme-là. Donc, le premier verbe, c'est le verbe habiter, donc qui vient interroger la façon dont on se positionne face à son territoire. C'est pas juste une histoire de logement, c'est aussi une histoire de lien qu'on peut avoir. On a le verbe accueillir. Là, avec toute la dimension, l'accueil, c'est une problématique qui revient souvent. Comment est-ce qu'on accueille? Qu'est-ce qu'on met en place? Il faut accueillir. Donc là, c'est vraiment cette question-là, c'est quoi la posture d'accueillir? C'est quoi être accueillant et c'est quoi être accueilli? Donc on a cette entrée-là et aussi comment est-ce que pour l'avenir, on arrive à accueillir les enjeux qui parfois nous dépassent. On a cette notion d'enjeu planétaire, cette notion
d'enjeux en lien avec la préservation, en tout cas l'environnement qui est autour de nous. Mais on a aussi d'autres enjeux, comme par exemple l'enjeu de la vieillesse, comment est-ce qu'on accueille cet enjeu-là. La troisième entrée, donc, qui est l'entrée du prendre soin. Là, ce qu'on propose, c'est, avec le prendre soin, c'est d'imaginer, d'ouvrir vraiment la notion de prendre soin au-delà des soignants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a d'ailleurs une problématique, c'est que les aidants, les aidantes sont eux-mêmes en situation de difficulté. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de ces personnes-là? Donc, en effet, on a les soignants, les soignantes, les aidants. On va avoir aussi les enseignants, le secteur associatif, les agriculteurs et les agricultrices. Enfin, on a toute une, un nombre important on va dire de personnes, d'acteurs et d'actrices qui sont eux-mêmes en difficulté. Et bien entendu, comment est-ce qu'on arrive à prendre soin des éléments qui sont autour de nous. Et la dernière entrée avec le verbe créer, là c'est une proposition en tout cas de penser, de remettre la notion de créativité au centre des réflexions. La créativité, certes, c'est le milieu des arts, de la culture, d'ailleurs qui font aussi partie des acteurs et des actrices qui sont en souffrance aujourd'hui. Mais c'est d'autres choses aussi. La créativité, c'est une façon de voir le monde et c'est une façon d'être au monde. C'est vrai qu'on est dans un territoire sur lequel beaucoup de choses ont émergé parce qu'on avait cette capacité de créativité-là et si on s'est dit, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, je suis dans une structure qui est aussi issue de la créativité du territoire, mais on a des grosses associations structurantes ou des grands acteurs qui eux-mêmes viennent de là. Et donc c'est ça, la proposition avec ce verbe créer, c'est aussi de pouvoir envisager par exemple le travail par ce prisme-là. Comment est-ce que si on envisage le travail par le prisme de la créativité, peut-être on retrouve aussi du sens. De même sur la question de la formation, le lien avec les jeunes générations, etc. Et donc par rapport à cette grille-là, on a aussi deux éléments de verbe fort qui sont le verbe coopérer et s'engager. C'est vrai que cette année passée sur le terrain fortement de janvier 2025 à décembre 2025 est vraiment venue confirmer que ces notions sont toujours très présentes. La notion de la coopération est revenue de façon transversale, comme un besoin, comme une façon de procéder, comme une nécessité de procéder de cette façon-là. Vraiment, c'est un terme qui est très fort. Et pareil, la notion d'engagement. L'engagement comme un levier d'action du territoire, un territoire qui voit des personnes engagées, la notion aussi de territoire engagé, et qui sont, on va dire que c'est deux atouts qui viennent compléter ces réflexions-là. Justine Girodel, notre entretien arrive à sa fin. Comme à tous ces invités dans le cadre de cette émission, Mediabasque vous a demandé de formuler vos attentes pour ces élections municipales 2026. Est-ce que vous pouvez nous les lire avant de l'insérer dans l'enveloppe, dans l'urne qui est face à vous? Bien sûr. Donc la proposition que je fais, c'est la demande, on va dire, c'est de la confiance envers la société civile, dans la coopération et dans la capacité d'avancer ensemble, quand bien même des fois on ne serait pas forcément d'accord. Milesh Karanitz, Justine Girodel, Lashtar Arte. Vous pouvez continuer de suivre l'ensemble de l'actualité des élections municipales 2026 en vous rendant sur le site internet de Mediabasque, en écoutant Radio Mediabasque ou en lisant Mediabasque l'hebdo et Cassetta. Et Mediabasque étant un média indépendant économiquement et politiquement, vous pouvez le soutenir en vous abonnant Lashtar Arte.